Quand on dit qu'on va faire la guerre parce que quelqu'un a des armes de destruction massive et qu'on ne trouve pas ces armes, ce n'est pas très convaincant de se rabattre sur un autre argument quand ça n'a pas marché et de dire qu'on a une deuxième explication. On m'a demandé si je voulais essayer de mettre en pratique certains de mes commentaires sur ce qui n'allait pas en Irak. Et donc j'ai dit, entre autres choses, si vous allez faire telle chose, vous devez le traiter comme un problème de renseignement. Il ne s'agit pas d'aller chercher des armes cachées, mais d'aller chercher des gens qui sont en rapport avec ces armes cachées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai constitué des équipes pour chaque zone, en formulant deux hypothèses. La moitié de l'équipe partait de l'hypothèse que les armes étaient là, et l'autre moitié qu'elles n'étaient pas là. Et les deux suivaient exactement la même méthode. Si vous croyez qu'elles sont là, quelle est la preuve qui le confirmera, prouvera cette hypothèse, et quelle est celle qui se heurtera à cette hypothèse? C'était la même chose avec les équipes qui partaient de l'hypothèse qu'elles n'étaient pas là, et recueillaient les preuves. Donc, on part d'un point de vue, une hypothèse, dirait un universitaire, et on recueille les preuves qui confirmeront ou infirmeront. Vous leur dites, vous discutez d'une hypothèse avec vos équipes et vous établissez une stratégie. Et je ne savais pas si elles allaient revenir en étant pour ou contre, et je m'en fichais. C'était volontaire, parce que je ne voulais pas passer pour celui qui triche en mélangeant les cartes. On se voyait tous les samedis après-midi et chaque équipe passait un test. C'était rigoureux, mais assez prévisible. Elle commençait en disant « Voilà notre hypothèse. Voilà ce que nous avons fait cette semaine. Voilà comment les preuves s'accumulent et voilà ce que nous proposons de faire la semaine prochaine. » Et il y avait une discussion entre les équipes et moi et entre elles sur tout ce qu'elles avaient fait. On s'apportait énormément. Il y a une accumulation graduelle de preuves qui vous force à revoir vos convictions préalables et qui continue de générer encore plus de questions ou qui génère des questions en rapport avec l'hypothèse. Par exemple, une des premières choses qui m'a inquiété, c'est que nous avions une grosse armée qui traversait l'Irak en mars-avril. On n'utilisait pas d'ADM contre elle et on ne les trouvait pas non plus. Ce qui est surprenant, s'ils avaient des stocks importants. Je crois au télégraphe de la brousse. On lance une information pour que les gens sachent ce que vous cherchez et ce que vous êtes prêt à offrir. En général, ils viennent vous voir, et j'avais beaucoup d'argent. De l'argent pour des récompenses et des cartes vertes, des passeports pour quasiment tous les endroits intéressants du monde. Vous venez nous trouver avec des armes de destruction massive, des preuves au sujet de ces armes, et nous nous occuperons de vous. Tous ceux qui sont venus me voir étaient des fabulateurs, des gens qui prétendaient avoir quelque chose mais qui n'avaient rien, absolument aucune preuve. L'Irak était dans un état effrayant en juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre. L'insécurité, une économie paralysée, et il y avait une telle violence. C'est d'ailleurs toujours le cas. Et il était étonnant pour moi, et très troublant, que dans un endroit aussi terrible, on ne veuille pas d'un canot de sauvetage en or pour partir. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était fournir des informations. Je protégerais leur identité, c'était clair. Je me chargeais de toute leur famille. Il ne s'agissait pas de la laisser derrière eux. Ils ne seraient pas obligés de fonder une nouvelle famille en Californie. Certains d'entre eux auraient pu être séduits, mais personne n'a marché, donc ça m'a inquiété. Autour des programmes d'armement, si un programme d'armement existe, vous trouvez des gens impliqués dans la production, la technologie, l'engineering, les plans. Des gens impliqués dans la protection des armes, des gens formés pour les transporter et des gens formés pour préparer à l'utilisation de ces armes. Nous n'avons rien trouvé de tout ça. Nous rencontrions de moins en moins de pistes qui semblaient exploitables et beaucoup de preuves qui s'étaient accumulées ont débouché sur autre chose que d'importants stocks d'armes. J'avais l'habitude de rédiger un rapport personnel chaque fin de semaine qui était tout à fait distinct du rapport officiel. Pour dire, voilà ce qui m'apparaît, voilà ce que je sens, voilà les problèmes de la semaine. J'ai toujours trouvé que c'était une bonne manière de tenir les gens informés de ce que vous faites. Je ne pense pas qu'il y ait eu des surprises concernant les conclusions que je tirais, parce qu'elles ont été rapportées de manière totalement inadéquate. La surprise aurait été qu'ils les reprennent telles quelles. J'ai eu le privilège, bien que je ne l'ai pas vu comme un privilège, d'observer des hauts fonctionnaires du gouvernement dire des choses terrifiantes à propos du Vietnam et décider de ne rien dire parce que sinon, ils savaient qu'on ne les inviterait plus jamais à déjeuner. Ils ne voulaient pas être exclus de la partie. Et je pense, comme l'ont décidé beaucoup de gens de mon âge et de ma génération qui ont fait partie du gouvernement,
que si jamais j'étais confronté à ça, je me comporterais différemment. Aucun déjeuner, aucune fonction n'en vaut la peine.